Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, bienvenue dans notre nouvelle réunion de la propriété immobilière. Je reçois Julien Aubert, député, Ivan Iskovitch, avocat, Orlane Gautron, huissier de justice, et monsieur Nasser Haït. Tout d'abord, je vais vous donner quelques chiffres parce que aujourd'hui, en France, on a une opposition flagrante et difficile entre le droit au logement et le droit de propriété. Ces chiffres ont été publiés par le ministère de la Justice en 2017. Ce sont les derniers que nous avons. 146 685 affaires concernant une demande d'expulsion ont eu lieu en 2017. 5064 concernant une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, autrement dit un squatteur. Et monsieur Haït est ici comme témoin ce soir parce je l'ai rencontré au cours d'une réunion à Montrouge avec des propriétaires de tous horizons et qui sont des propriétaires qui sont lésés, qui ne peuvent plus récupérer leur logement. Et monsieur Haït va nous faire part, et le porte-parole de ces propriétaires, et va nous faire part de son histoire. Tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le député d'avoir répondu présent à cette réunion parce que nous, je peux dire petits propriétaires ou personnes qui galèrent dans ce genre de problème, on a du mal à trouver une oreille attentive auprès de nos élus. Personnellement, j'ai contacté pas mal de députés et malheureusement, personne n'ose prendre ce sujet-là, le sujet de la propriété ou du droit à la propriété, et de le défendre et de dire ce qui ne va pas dans la loi. Donc, je vous remercie, monsieur le député. Je remercie aussi la Chambre des propriétaires de nous avoir donné la parole à nous de s'exprimer sur ce sujet-là. Donc moi, je suis propriétaire qui subit une situation d'occupation de mon bien, d'un pavillon acheté en résidence principale avec un bail meublé, mais c'est un locataire qui est indélicat, qui ne veut pas payer ses loyers, qui ne veut pas partir et qui veut juste profiter de la loi, parce que la loi lui permet de rester le temps d'une procédure, le temps d'arriver à une expulsion. Ça fait maintenant ça dure 2 ans pour moi cette procédure. La dette de mon locataire cumulée est à 48 000 euros. Pendant ce temps, moi je dois payer mes charges, mon crédit, ma taxe foncière et aussi faire vivre ma famille avec un loyer du logement que j'occupe actuellement. De plus, je suis vraiment touché par la crise sanitaire, donné que je travaille dans l'événementiel. Donc, je subis une situation très, très dure. Malheureusement, qu'est-ce qui a permis à ce locataire de profiter de la situation et à moi de me retrouver de cette situation? C'est d'abord la lenteur de la procédure. Les délais qui sont longs dans les tribunaux, à avoir une date d'audience. J'ai de la chance d'être bien conseillé. Sinon, ça aurait été encore plus dur parce que j'ai rencontré des propriétaires qui subissent ce genre de situation pendant 3 ans, 4 ans parfois, parce que la loi offre plusieurs portes de sortie et de recours aux locataires pour faire durer la procédure. Au final, on arrive, cette loi, dans l'ensemble, elle est contre-productive parce qu'au final, on se retrouve aux 2 ans, 3 ans avec un locataire expulsé à la rue, endetté, et un propriétaire de l'autre côté complètement traumatisé, endetté et qui n'aura plus le courage d'investir dans le locatif traditionnel. Moi, les gens que j'ai rencontrés durant la réunion qu'on a organisée au mois de mars à Montrouge, où il y avait une trentaine de propriétaires qui subissent tous ce genre de situation, que ce soit la difficulté d'appliquer la loi, ça veut dire après un jugement exécutoire, le préfet refuse d'exécuter le jugement, donc ça dure des mois, voire des années, pour des raisons que le propriétaire ne comprend pas. Et parfois aussi les reports d'audience qui sont accordés aux locataires pour des raisons aussi pareilles. Parfois, restent à la dernière minute pour demander une aide juridictionnelle, donc ils connaissent un petit peu les rouages et pour vraiment prolonger la loi. Moi, ce que je souhaite, c'est que les pouvoirs publics, le législateur surtout, se penche sur ce sujet-là, c'est d'apporter une réponse à ces
petits propriétaires qui tombent parfois dans la précarité, qui perdent leurs biens et se retrouvent non seulement endettés, mais aussi ils peuvent perdre leurs biens parce que la banque ne vous fait pas cadeau, vous saisissez votre bien si vous ne remboursez pas votre crédit. Et la trêve hivernale, qui est vraiment ce qui achève le plus les propriétaires. Parce que même si vous avez une décision de justice, la trêve hivernale arrive, on ne peut pas exécuter l'expulsion, donc c'est orienté socialement. Ce n'est pas à moi, le citoyen, de faire du social. C'est au gouvernement de trouver des réponses à ces situations. Donc là, on se dit, et se décharge de leur responsabilité, on dit que c'est la trêve hivernale pendant 5 mois, et pendant 5 mois où on ne peut pas expulser un locataire, moi je dois payer mon crédit, je dois payer mes impôts. Ce n'est pas à moi de loger quelqu'un gratuitement parce que c'est l'hiver. C'est le pouvoir public de prendre leurs responsabilités. Donc ça, c'est le point vraiment qu'il faut soulever, je pense, parce que il y a aussi la trêve hivernale a été instaurée, je crois, en 1956. Par l'abbé Pierre. Voilà. Le locataire de 1956, la France venait de sortir de la guerre. En 1956, 10 ans après la guerre. Donc les locataires de 1956 peut-être vraiment mériter une certaine protection parce que c'était une situation différente, il y avait beaucoup de misère. Le profil des locataires de 1956, ce n'est pas le même profil des locataires de 1920, 1921, de 2021, pardon. Le profil des propriétaires de 1956, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'héritage, beaucoup de rentiers. Ce n'est pas le même profil des propriétaires de 2021. Aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde, les gens de la classe moyenne, qui peuvent être locataires de leur propre logement, mais ils peuvent avoir un bien à côté, comme investissement pour payer les études de leurs enfants ou pour payer pour un complément de retraite, se retrouvent dans une situation d'impayé et ils peuvent perdre leur bien parce qu'ils ne peuvent pas assumer derrière. Donc, ce n'est pas le citoyen d'assumer cette charge-là et de payer pour loger d'autres citoyens. Donc, au final, avec ces lois un peu déséquilibrées, on a créé un clivage locataire contre propriétaire, pauvre contre riche parce que dans l'imaginaire, on pense tous que le locataire, c'est le pauvre et le propriétaire, c'est le riche. Donc, on a créé déjà un clivage. Donc, ça fait un déséquilibre de la loi, une injustice, en quelque sorte. Je vais me tourner vers Julien. Alors, je vais jeter le papier dans le mar, comme ça, le débat va pouvoir être lancé. Enfin, il est déjà lancé. Globalement, la loi, elle est bien faite. Les juges appliquent la loi. Mais ensuite, pour l'exécution des jugements rendus par l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, par ses représentants, qui bloque les dossiers dans les commissions d'instruction et on arrive à des situations où on a M. Haït, et il n'est pas le seul, parce qu'ils sont des milliers comme ça en France, qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Je ne suis pas certain que la loi soit aussi bien faite que ça. Parce qu'à l'origine, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on consacre le droit de propriété. Mais dans les faits, le code napoléonien ne parle pas de la propriété, il parle de la protection de la vie privée. D'où d'ailleurs une jurisprudence abondante sur la protection du domicile. On protège l'individu, en fait, et pas le bien en tant que tel. Ce qui explique que du coup, toute la jurisprudence finalement pénalise celui qui réalise une effraction de domicile. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le débat politique porte sur le squat, c'est-à-dire 5% du total. Et que le gouvernement n'a jamais voulu, contrairement à ce que d'ailleurs j'ai tenté de faire à plusieurs reprises, aller sur le débat de l'occupation sans droit de titre, c'est-à-dire, de manière plus large, le mauvais locataire, le locataire de mauvaise foi. Donc il y a je dirais, finalement d'abord, première aporie au plan conceptuel dans le débat public, on ne parle que du squat. Et quand on parle du squat d'ailleurs, ça n'est jamais pour parler de la propriété, mais pour voir si on ne peut pas modifier la définition du domicile de manière à protéger la résidence secondaire, la résidence occasionnelle. Ce qui est un débat sans fin. Parce que, je donne un exemple qui m'est arrivé sur une dame à Marseille, une fille qui s'appelle Juliette. Elle me téléphone, elle a 35 ans, elle achète son premier appartement, elle le précédent, elle achète le nouveau, elle fait des travaux, et à l'issue des travaux, voilà qu'un squatteur se met dans son appartement. Ça n'est pas encore sa résidence, ça n'est pas aménagé. Oui, là, si on rentre dans les subtilités du droit, on voit que, je dirais, vous avez débat sans fin. Garage, c'est une résidence, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vit dans le garage, vous êtes en... Donc je dirais que on a un premier
combat politique à faire qui est de défendre la propriété en tant que telle. Aujourd'hui, finalement, je risque plus si je vole un scooter que si j'occupe illégalement le bien de monsieur. Tout à fait. On est d'ailleurs sur une approche qui est une approche civile, c'est-à-dire un différent entre deux individus, un propriétaire et un locataire, et où effectivement le juge va mettre son nez. Moi, je pense qu'on devrait aller vers du pénal, de telle manière à ce que le fait même d'occuper un bien sans droit des titres devienne un délit, et que par conséquent, lorsque ça commence à bien faire, c'est-à-dire ça pourrait valoir pour le cas de monsieur, c'est-à-dire votre locataire refuse de payer, au bout de quelques mois, vous dites mais attention, là vous êtes en train de commettre un délit. Vous occupez le bien et vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas de bail. Le bail est éteint, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas respecté les termes, il y a plusieurs. Et donc c'est un délit. Donc ça veut dire que, en tant que tel, indépendamment de ce que va décider le juge de juridiction civile, vous risquez tant de peine d'emprisonnement ou tant d'amende. Là peut-être que les gens vont commencer à réfléchir. La dissuasion. Parce que quand vous arrivez, je dirais à la période du juge, ben évidemment vous tombez dans toutes les choses trappes qu'on a créées, c'est-à-dire la lenteur naturelle de la justice. Vous avez le fait qu'on a multiplié les procédures dont les avocats sont spécialistes, parce qu'un avocat sait très bien aussi utiliser tous les moyens pour faire traîner un dossier. Et puis, vous avez la force des associations de droit au logement. Et pourquoi le politique renacle à ouvrir la marmite? C'est parce qu'il sait que, bon, sur les squats, c'est comme quelque chose vraiment, oui, c'est le bout de l'iceberg que tout le monde donne. Et après, vous rentrez dans des problèmes plus subtils, plus complexes. Est-ce que le locataire, monsieur, peut vraiment payer? Est-ce que, bon, ça commence à devenir compliqué, la bonne foi, la mauvaise foi. Est-ce qu'il paye pas parce qu'il peut pas, ou est-ce qu'il paye pas parce qu'il veut pas? Et d'où je dirais, voilà, cette prudence du gouvernement, parce qu'ils ont peur de la réaction de ces associations qui ont fait voter le fameux DALO, etc. Des choses qui vont, effectivement, à l'inverse d'une protection équilibrée. Et effectivement, il y a sur ça un vieux fonds marxiste où le propriétaire, c'est un homme avec un cigare, du bien, or la propriété c'est du vol, hein, alors que le locataire, c'est quelque part le propriétaire moderne, celui qui ne peut pas posséder, et donc il y a derrière, je dirais, des représentations, en oubliant que le propriétaire, ben, ça peut être le couple commerçant à la retraite qui toute sa vie a cotisé en se disant ce sera ma retraite, et le locataire, ça peut être quelqu'un qui vit à Paris, qui a des moyens très conséquents, mais qui se dit, moi, je préfère les mettre partir en voyage, pour faire la fête et éventuellement un jour changer, plutôt que de le mettre dans un bien qui m'obligerait à mobiliser parce que c'est pas mon mode de vie. Je dirais qu'on fonctionne aussi sur des caricatures. D'ailleurs, à ce titre, je voudrais souligner que on est un des pays d'Europe qui a le plus faible taux de propriétaires. Le pays d'Europe qui a le taux le plus important, aux environs de 95%, c'est la Roumanie. La Roumanie qui a un passé dans le pacte de Varsovie et donc qui a amené beaucoup de gens vers la propriété. Orlane Gautron, vous êtes huissier de justice, mauvaise liaison. Comment est-ce qu'on vit en praticien du droit ce que vient d'évoquer Nasser ou ce que vient d'évoquer le député? C'est compliqué quand même de faire appliquer la loi. Oui, enfin, c'est compliqué parce que nous sommes dépendants du bon vouloir aussi de la préfecture, puisque nous, on a une partie de la procédure d'expulsion que nous entreprenons à travers des actes que nous allons signifier au fur et à mesure, avant et après décision de justice. Mais on se retrouve confronté à cette réquisition de force publique et par moment, en effet, des lenteurs. On attend toujours ce délai de 2 mois lorsque nous sommes sur une procédure d'expulsion classique qui peut être réduit en cas de squat, mais on est soumis à des délais. On ne peut pas déroger à ces délais, évidemment, puisqu'on applique la loi et c'est très compliqué de faire entendre au propriétaire qui subit cette procédure d'expulsion que tous ces délais sont incompressibles. Et puis, par moment, malgré toute cette attente, toute cette longueur, tous ces frais engendrés, évidemment, puisque une procédure coûte aussi au propriétaire, on se retrouve confronté à un refus tacite de la force publique et c'est difficile d'expliquer. On est finalement le porte-parole, c'est nous qui sommes en pratique sur le terrain et on est un petit peu ce porte-parole de toute cette procédure qui, des fois, par moments est chaotique, qui n'aboutit pas avec cette loi DALO. C'est des problématiques assez compliquées, ça engendre
la colère et puis par moments aussi, en effet, des difficultés financières de la part du propriétaire. Donc nous, on est un peu pris entre tout ça. J'ai apprécié en effet que vous puissiez parler du droit de l'individu parce qu'en fait on est vraiment sur un droit de l'individu qui est aussi important à respecter auprès du locataire qui ne paye pas son loyer puisque des situations sont très différentes. On a des squatteurs aussi, mais pour des raisons différentes. Des familles qui sont qui ont de réelles difficultés aussi. On a des fois des présences d'enfants. On est obligé d'avoir un respect pour ces personnes-là, qui sont aussi des individus. Et en effet, je trouve normal qu'on puisse protéger ces familles. Ce que je regrette finalement, c'est que nous n'ayons pas assez de relogement. En fait, c'est surtout la grande difficulté, je crois, pour moi en pratique. Parce que si je pouvais reloger toutes les personnes qui étaient en difficulté aujourd'hui, que ce soit donc sur un impayé ou un squat, parce que les squats ne sont pas nécessaires, sont aussi liés à des difficultés financières. Ça éviterait toutes ces difficultés, toutes ces longueurs, puisque je pourrais expulser beaucoup plus rapidement. On pourrait peut-être même imaginer que la trêve hivernale puisse ne plus exister si un relogement était simplifié. On peut très bien déménager au mois de décembre. On le fait nous-mêmes. On change d'appartement, on n'est pas contraint particulièrement une trêve hivernale. On n'est plus politiquement correct. On peut imaginer en tout cas reloger une famille, reloger une personne en tout cas qui est en impayé à tout moment. On n'est pas pourquoi attendre le printemps et l'été. Le problème c'est le relogement. Je n'ai pas de relogement suffisant. Ça c'est une évidence pour moi. Ivan Iskovic, vous êtes avocat. Vous ne faites pas durer les procédures. Au contraire, vous essayez de les accélérer au profit de propriétaires un peu désespérés, déboussolés, comme mon voisin de gauche. Comment on vit tout ça et puis, comment on réagit aux positions du député Aubert qui dit le locataire de bonne foi, de mauvaise foi, bon, finalement, il y a un moment, il devient occupant sans droit ni titre. Le squatteur, il rentre dans les lieux. Est-ce qu'on pénalise? Est-ce qu'on réduit les procédures? Est-ce qu'on facilite les solutions? Vous êtes praticien du droit. Comment vous verriez les choses? On n'est pas obligé d'être d'accord. Je suis d'accord sur une partie des choses. C'est-à-dire que la loi est mal faite. Il y a côté plus optimiste, il n'y a pas grand-chose à changer dans les choses. Je suis totalement d'accord avec les sans droit ni titre. Aujourd'hui, il y a une grande distinction faite même dans les chiffres entre le locataire et même auprès des juridictions. Une procédure sans droit ni titre et une procédure dite d'impayé de résolution. On parle des juridiques d'acquisition de clause résolutoire. Aujourd'hui, moi je dis depuis des années qu'il est possible, dans le cas d'acquisition de clause résolutoire, d'inverser le processus. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire et que vous faire constater l'acquisition de clause, vous êtes obligé d'aller au tribunal. Moi je pense qu'on pourrait faire l'inverse et que la loi prévoit que l'acquisition soit de fait acquise des 2 mois sans aller voir un magistrat, parce que le magistrat dans ce cas-là le fait constater. Tout à fait. Il ne juge pas, il fait constater. C'est quand même hallucinant de rencontrer les juridictions pour constater, alors que le rôle de la juridiction c'est de juger. Et on pourrait inverser le système en disant que si, en l'occurrence, le locataire conteste l'acquisition, il peut cette fois-ci aller dans le tribunal. Et c'est pas grand-chose à changer. C'est juste prévoir que les acquisitions de clause résolutoire se feront en contestation et non pas en demande. C'est aujourd'hui le cas. On demande au propriétaire de prouver que la clause est acquise. Moi je dis il faut renverser la charge et demander au locataire de contester que la clause n'est pas acquise. Et ça réglerait, pour être tous les jours devant les juridictions, je pense 3 cas qui encombrent aujourd'hui les juridictions civiles qui ne peuvent pas s'occuper d'autre chose. Des litiges familiaux, des litiges beaucoup plus lourds en matière de propriété, et notamment des squats où là, on a une intervention du judiciaire qui est de fait. Donc ça, je suis totalement d'accord. La loi n'est pas forcément bien faite, mais il n'y a pas grand-chose à changer, et c'est pas, on ne demande pas de révolution pernicienne. Changer, c'est quelques dispositions. En revanche, sur la pénalisation, j'ai un peu beaucoup pensé. C'est le civiliste qui parle. J'ai tendance à dire à mes clients, c'est l'enterrement. Alors je ne sais pas comment c'est plus. Moi, je suis avocat en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, si je vous demande de pénaliser tout ça, il n'y a plus un propriétaire qui sera protégé. Pourquoi ? Parce qu'en Seine-Saint-Denis, pour plein de raisons que vous connaissez mieux que moi, le procureur
les locataires qui paient pas, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est le trafic de stupéfiants, c'est les violences conjugales, c'est un certain nombre de choses liées à l'isolé, c'est un certain nombre de sujets qui font que tout ce qui est des problématiques civiles qui pourraient devenir pénales ne sont pas ça. Je donne un exemple. On a voulu pénaliser toutes les infractions au droit de l'urbanisme en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, ça ne marche pas parce que les procureurs ne poursuivent. Et donc, tous les maires du département disaient attendez, moi je signale ça tous les jours, le parquet ne bouge pas. Parce que le parquet n'a pas les moyens de bouger. Et le pénal, c'est, encore une fois, je pense, une solution dissuasive, mais malheureusement, elle est de moins en moins. Il n'y a plus de dissuasion par le pénal aujourd'hui, on le voit. Alors, il n'y a pas pour les délits les plus graves, je ne vois pas comment on arrête pour des infractions peut-être un peu plus légères, ou même un délit d'occupation sans droit ni. Moi, je ne suis pas d'accord. Pas pour le principe ne me choque pas, mais pour l'effet concret sur les parquets, parce que déjà surchargé, et plus sur le principe de l'efficacité de la justice civile. C'est pas Maître qui me contredira, la justice civile est très efficace. La justice civile permet de saisir facilement, permet de faire, quand on travaille bien avec des huissiers, en tout cas, moi c'est mon cas, quand on est civiliste, on travaille main dans la justice. Bien sûr. Le pénal est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut faire bouger l'action publique, qu'il y a un aspect confidentiel, puisque les polices judiciaires, de police de proximité, de parquet sont très durs à joindre quand on est un politicien. Alors que tous les jours, on est au téléphone avec nos homologues huissiers en leur disant voilà, qu'est-ce qu'on fait, maître, on peut gérer des dossiers comme ça. Le jour où on pénalise le présence droit ni titre, on passe avec ce problème. Sur le principe, il n'y a rien de chaud. En pratique, je pense que on s'éloignera encore plus d'une justice rapide et efficace. Et certains parquets, l'exemple de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est saisissant, peut-être que c'est pareil dans le Vaucluse, seront totalement surchargés et on ne fera pas avancer. Peut-être mieux dans le Vaucluse. C'est forcément mieux. Non, alors, il y a deux sortes d'arguments. Je suis même moi pour un alourdissement de la peine pénale pour permettre la comparution immédiate. Parce que l'un des sujets du propriétaire, c'est que lui, il compte en semaines. Hein, la justice compte en années, l'administration compte en mois. Donc il y a une petite dysphasie calendaire, c'est-à-dire que le propriétaire il vient vous voir en disant moi ça fait 3 mois que mon locataire ne paye pas. Et la justice lui dit ah mais c'est la trêve hivernale donc rendez-vous en novembre. Enfin l'administration. Et le juge lui dit bah renvoie, rendez-vous en septembre. Donc il y a ceci. C'est vrai que l'avantage de redire les peines, c'est par la comparution immédiate, ça peut permettre si vous voulez d'accélérer. Deuxièmement, il y a l'effet dissuasif. Après, le raisonnement consistant à dire, comme la justice est inefficace, on va éviter on pourrait avoir un débat de principe de savoir, hein, mais je me dis finalement, pourquoi, si moi je vous vole votre scooter ou votre voiture, tout à fait, c'est du pénal. Mais par contre, je vous vole votre appartement, en tout cas, je vous vole l'usage de votre appartement, parce que c'est bien la propriété. Parce que pendant 4 ans, je me soustrais. Hein. Si je vous pique votre voiture pour 4 ans, vous passerez quand même devant le juge. Donc, une société où finalement, celui qui pique le scooter, ben, c'est plus, il risque plus en termes de peine d'amende. Alors, ça a été un peu alourdi là avec la dernière loi, mais que celui qui pique un appartement, une maison, moi je dis que ça se discute. Voilà. Ça, c'est le point. Après, il y a le sujet de l'exécution des choses. Alors, là, moi, ce que j'avais dit, c'est lorsque le juge rend un avis effectivement d'expulsion, le préfet a l'obligation de le faire. Parce qu'on voit bien quand même, une chose qui désespère le propriétaire, quand il arrive au bout de sa procédure, qui s'est tapé les 2 années avec la trêve, les renvois, etc., finalement, il obtient gain de cause, je dis 2 ans, des fois, c'est 1 an, 1 an et là où le préfet dit, ah non, désolé, c'est pas possible. Alors ça déprime totalement, parce que vous avez vraiment l'impression que vous avez raison, vous a donné raison. Donc, moi, je souhaitais ceci, dans la dernière modification de la loi, on dit le préfet doit justifier de sa décision sous 24 heures. Oui, mais il peut dire je ne veux pas, et il dira je ne veux pas parce qu'il y a des enfants, je ne veux pas parce que bon. Et je crois qu'à un moment donné, il faut des soupapes, c'est-à-dire qu'il faut le propriétaire se dit je peux gagner à la fin. Parce que finalement, on en revient à quoi au final? Vous avez des locataires qui connaissent plus la loi, sans doute pas que vous, spécialiste, mais que moi ou que vous. Enfin, vous êtes devenu spécialiste de la loi, mais vous allez voir les sites de squatteurs, ils vous expliquent voilà, vous rentrez dans un truc, mais vous commandez une pizza, vous téléphonez 10, prenez un facteur de mobile parce que ça compte, etc. Ils vous expliquent tout. Moi, j'ai un exemple. Et se vendent même, se vendent même les squats. Hein. Un squatteur peut passer le squat à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ils vous complètement dégradé, c'est que vous avez vos 48 000 € plus la facture de rénovation. Mais j'avais des amis, je me souviens, le type l'appelait
fois par mois à minuit. C'était quand même pour lui dire, voilà, l'étape d'après, je vais faire ça. Mon avocat va plaider ça. Et il lui donnait des cours de droit. Des cours de droit. Et au bout de 2 ans, il lui a dit, j'ai épuisé mes recours, je m'en vais dans 15 jours. Voilà. Et non seulement le propriétaire avait l'impression d'être une injustice totale, mais en plus, il avait un locataire, si vous voulez, qui lui donnait des leçons en utilisant le droit contre lui. Honnêtement, c'est un miracle qu'il n'y ait pas des propriétaires armés qui viennent se faire justice eux-mêmes, parce que c'est ça à la fin. Quand la justice, là, on a une belle construction juridique, sur la pied tout marche bien, mais dans les faits, c'est injuste pour tous ceux qui se retrouvent confrontés à ça. Malheureusement, en France aussi, parfois, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ces derniers temps, on agit toujours, que ce soit les gouvernements ou les législateurs, on fait des lois de circonstances. On attend qu'un drame arrive pour qu'on réagisse à une situation. Aujourd'hui, les propriétaires tirent la sonnette d'alarme depuis un moment. Il y a des situations vraiment dramatiques. Il y a des gens, maintenant, avec les réseaux sociaux, qui connaissent vraiment la loi. Ils savent comment en profiter. Et ils en abusent. Moi, c'est un cas concret. Maîtresse, je peux en témoigner. Il connaît mon dossier. Mes locataires, 48 000 € d'impayés. 24 mois, pas 1 euro symbolique. Au moins qu'ils payent 1 euro par mois, au moins c'est symbolique. Pas 1 euro symbolique. Pendant qu'ils ne payaient pas leur loyer, ils ont pu acheter un commerce, faire des travaux de transformation, l'équiper. Pendant comment on appelle ça, la crise sanitaire, les commerces non essentiels sont fermés. Ils ont délocalisé le commerce à l'intérieur de la maison pour travailler depuis la maison. Alors que j'ai déposé plainte, mais il n'y avait aucune suite derrière. Je découvre dernièrement qu'ils déposent 370 000 € de capitaux dans 3 sociétés différentes. Alors, ces gens-là sont aussi bien protégés qu'une mère célibataire qui a perdu son emploi, qui ne peut pas se payer son loyer. C'est ça où il y a le problème. Donc, ça prouve une mauvaise foi d'un locataire, mais je suis obligé de rester 2 ans, de me battre pendant 2 ans. Les audiences sont reportées. Les frais, ça coûte très cher pour loger une personne qui a les moyens, qui veut juste profiter du système. Et vous n'êtes pas le seul, puisqu'il y en a quelques-uns dans votre cas, et quelques-uns, c'est un euphémisme. J'interviens juste, donc toujours dans la qualité d'huissier de justice. Clairement, une procédure d'expulsion, elle s'arrête au moment où l'huissier de justice intervient avec l'octroi de la force publique et qu'on procède concrètement à l'expulsion. Donc on rencontre les individus qui sont sans droit ni titre, parce que de toute façon, bail ou sans bail, on est sans droit ni titre à partir du moment où la résiliation du contrat a été ordonnée par un magistrat, qui ordonne aussi l'expulsion. Il ne fait pas que constater la résiliation du bail, il ordonne l'expulsion. En tout cas, quand moi j'interviens, que je suis sur place avec l'octroi de la force publique, le serrurier, et que je procède à cette étape qui est donc une étape fatidique, qui fait que les personnes s'en vont, parce que la plupart du temps, j'ai aussi un relogement à leur proposer, puisque j'ai pris de lien avec le préfet. On m'a octroyé aussi un logement, un relogement. Le dossier s'arrête. Après, j'ai une autre étape qui est peut-être de recouvrer les sommes impayées, etc. Mais tout du moins, ça s'arrête. Je rends les clés aux propriétaires. Donc clairement, aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher, et ce qui fait débat, et ce qui fait qu'on parle de procédures longues et coûteuses pour le propriétaire, etc., c'est que je n'ai pas suffisamment d'octroi de la force publique, et que aussi, j'ai des délais en effet trop longs, et je pense qu'il faut envisager d'accélérer cette procédure pour qu'elle dure moins longtemps. Mais si, sur chaque procédure d'expulsion, on a un huissier de justice qui peut intervenir avec des délais plus courts et avec la force publique, je vous promets que des expulsions, on en fera de plus en plus et on aura des propriétaires de moins en moins inquiets. Pour moi, la vraie difficulté, elle est là. Et donc, pour le squat, une nouvelle procédure apparaît où, en effet, on peut porter plainte et puis demander au préfet qui, sous 24 heures, va mettre en demeure des squatteurs. Si le préfet est d'accord. Okay. Mais moi, je pense que dans cette procédure, on a oublié que c'est l'huissier de justice qui porte une sécurité juridique. On est officier public et ministériel, on se déplace avec la force publique, nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués à ces procédures-là, nous les pratiquons et je ne comprends pas pourquoi cette procédure de squat accélérée n'a pas été envisagée avec l'intervention d'un huissier de justice. Je trouve que c'est quand même assez embêtant. Je trouve que c'est pas normal. Voilà. On a un rôle primordial dans l'expulsion. Il y a le fonds qu'on partage, le fonds jacobin,
préfet est finalement un oracle. Je pense qu'on ne fait pas assez confiance à ces officiers ministériels qu'on a, qui sont bien maillés sur le territoire. Il n'y a pas forcément des sous-préfectures partout pour 27 huissiers. Le maillage est plutôt voilà, efficace. L'efficacité des huissiers n'est plus à démontrer. Mais encore une fois, on a donné, en tant que gouvernement, dans le département, le pouvoir qui finalement lui incombe parce qu'on pense uniquement à lui et pas à ceux qui sont tous les jours auprès des avocats, des policiers, auprès des propriétaires pour récupérer. Il y a une contradiction. Malheureusement, l'heure tourne. Ce débat est extrêmement intéressant. On n'a pas forcément avancé, mais nous sommes à bientôt un an moins des législatives. Si les élections sont maintenues. Si les élections sont maintenues. Je ne sais pas pourquoi ça plaît tout le monde. Une trêve. Monsieur le député Julien Aubert, je vais proposer de nous donner le mot de la fin, législateur. Le mot de la fin, moi, je crois que c'est un vrai sujet parce que il se retourne contre ceux qui sont les plus faibles. C'est-à-dire que quand vous êtes locataire et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous vous heurtez à des propriétaires qui prennent ceinture et bras, qui vont vous demander un garant, 3 mois de loyer, un chèque de caution, etc. Et du coup, ces gens-là se retrouvent finalement démunis parce que les propriétaires se disent, moi, je veux être certain que s'il y a un problème, il se crée une assurance. Donc, soit on laisse la loi de la jungle, c'est-à-dire assurance privée en amont de prévention. Je fais ma propre assurance quand il m'arrivera un problème. Et puis ensuite, justice privée, si j'ai un problème, je vais voir quelques copains, ce qui est arrivé d'ailleurs en Bretagne, les gens ont été délogés par la force. Soit on republicise tout ça, c'est-à-dire redonnant effectivement aux juges, préfets, mais aussi aux officiers ministériels, je dirais, l'efficacité du dispositif. Et ça suppose d'avoir un sur la propriété, parce que c'est un sujet un peu tabou. Je maintiens que on ne veut pas réformer, et le ministère de la Justice ne veut pas, sur ce point de vue-là, il est sur notre avis, c'est-à-dire qu'il y a les civilistes et les pénalistes, et en fait, à l'intérieur, ils veulent pas sortir du thème très étroit du squat. Donc, soit on y arrive par des moyens, je dirais, d'accélération, c'est ce que vous disiez, sur le volet application des décisions, mais la meilleure loi, de toute façon, ne passera pas s'il n'y a pas un courage derrière, parce que de toute façon, ce sont des décisions difficiles. Voilà. Et que, à force de ne jamais trancher et de laisser les situations dépérir, on aboutit à l'injustice qui crée de la rancœur. Voilà. Donc, j'espère que ce débat va prospérer. Ça fait déjà 6 ans que je travaille sur le sujet. J'en suis à ma 3e proposition de loi, donc qui a été débattue d'ailleurs la dernière fois. J'espère que la prochaine fois que ça reviendra en hémicycle, cette fois-ci, au lieu de faire un plus avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire on traite les squats et puis en plus on oublie une partie de la procédure, on fait en fait du cosmétique, on arrête de faire des lois cosmétiques, on traite le sujet, on casse l'abcès. Sinon, des gars comme Théo, comme monsieur, on en aura encore des dizaines dans les années à venir. Malheureusement, la réponse ne peut venir que du politique. Parce que si on protège mieux le propriétaire, enfin, c'est pas de la protection, c'est qu'on facilite aussi l'accès à la location pour ceux qui arrivent à la location. Et c'est vraiment, ça peut venir que du changement de la loi. Ou du changement de majorité. C'est très important aussi. Je me permets de plaider pour la paroisse. Non, mais Nous avons effectivement ce soir, un thème de campagne majeur qui nous a été délivré par un député. Je vous remercie d'être venus tous les 4 et de nous avoir assistés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des rencontres de la propriété immobilière. Bonne soirée. Merci. Merci.